Ok, j'ai zoomé sur les images là. Shift Tab, je me débarrasse des palettes, vous voyez, Shift Tab, Shift majuscule tabulation. Hein. Voilà. Bien, vous êtes avec la flèche noire sur une des images. La flèche noire, quand on prend les poignées du coin, ça sert à recadrer. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est plus intéressant, la mise en page est plus intéressante quand on ne voit pas l'entièreté des objets. Comme ça, vous avez un effet fenêtre à travers le bloc de l'image. C'est comme si c'était une fenêtre sur les réalités. Alors que si on voit l'entièreté, comme on a ici en bas, c'est un peu un effet boîte. C'est comme si on avait un objet dans une boîte. Bien sûr, si c'est une encyclopédie et on doit voir l'entièreté des objets, ça se justifie de les voir en entier. Mais d'un point de vue mise en page, le recadrage est très intéressant. Donc, c'est la flèche noire. Après, le redimensionnement, c'est avec l'autre outil ici de transformation. Si on prend une poignée du coin et qu'on bouge, ça redimensionne. Sauf que si on n'enfonce pas la touche majuscule pendant qu'on fait ça, ça écrase dans un sens ou l'autre. Donc, on annule. Pendant qu'on prend une poignée du coin, on enfonce la touche Shift, on garde la touche Shift enfoncée, on lâche le bouton à la souris et seulement on lâche la touche Shift après. Si vous lâchez les deux en même temps, ça ne va pas marcher. Ici, sur celle d'en bas, que je sélectionne avec la flèche noire, j'active l'outil de transformation sans même recadrer. Hein, je prends une poignée du coin, touche majuscule enfoncée et je vais lâcher le bouton à souris, puis la touche majuscule. Je recommence pour l'agrandir. Voilà. Si en plus d'enfoncer majuscule, vous enfoncez Alt, elle se redimensionne par son centre. Vous voyez la différence? Ça, c'est avec Option, la touche Alt et majuscule. Et ça, c'est uniquement avec majuscule. Donc, si on veut que ça se redimensionne par son centre, touche Option en même temps. On lâche le bouton à souris, puis Alt et majuscule. Option majuscule sur le Mac. Et donc, voilà leur dimensionnement du bloc avec son contenu. Ça, il y a des gens qui se lancent dans InDesign sans avoir jamais étudié ou eu un cours. Et dès qu'ils essayent de redimensionner une image, ça ne marche pas parce qu'ils essayent avec la flèche noire, mais elle sert à recadrer la flèche noire. Alors, dernière chose ici. Quand vous double-cliquez sur l'image ou que vous cliquez sur le réticule central, le bord du bloc va changer de couleur. Actuellement, chez moi, il est bleu foncé. Les vecteurs sont bleu foncé. J'avais été modifier la couleur des vecteurs du calque tout à l'heure, si vous vous souvenez, dans la palette de calque. Donc, c'est bleu foncé. Eh bien, ça va prendre la couleur inverse dès qu'on va double-cliquer. Voilà. Il n'a pas fait. On réessaye. Ah, ben voilà. OK. Ah tiens, oui, j'avais recadré sur celle-là. Ok, je vais le faire sur celle où j'avais pas recadré. Voilà. Donc ça passe au jaune dans mon cas. Parce que jaune, c'est l'inverse de bleu foncé. Et c'est quoi? Eh bien, c'est les limites de l'image. Donc je ne vais plus toucher au bloc dans ce cas-là. Si je prends la flèche noire, l'outil de transformation, pardon, l'outil de transformation manuel, voilà. C'est la dimension de l'image dans le bloc. Avec l'outil de transformation manuelle. Ah, c'est pas évident. Hein. Donc, on imagine que le bloc a la bonne taille et je veux modifier la dimension de l'image à l'intérieur du bloc. Je dois double-cliquer. Un cadre apparaît. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir redimensionner avec la touche majuscule pour garder les proportions. Voilà. Évidemment, si je la fais trop petite, elle n'apparaît pas dans l'entièreté du bloc, c'est foireux. Donc, je la fais plus grande. Je peux même zoomer encore en arrière. Je la fais plus grande.
Voilà. Sans aucune touche, je la repositionne dans son bloc. Voilà. Avec l'outil de transformation manuelle. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour manipuler les images. Recadrage avec la flèche noire, modification de la dimension du bloc et de son contenu quand on a sélectionné avec la flèche et que ça prend la couleur des vecteurs normaux pour le calque. Donc, transformation, c'est modification du bloc et de son contenu. Avec la touche majuscule pour garder les proportions. Et quand on a double-cliqué ou cliqué sur le réticule, on a le cadre des limites de l'image et avec la transformation manuelle, on peut aller modifier. Aller modifier et repositionner s'il faut sans aucune touche. Voilà. Bien, alors sélectionnez un des blocs et vous allez dans le menu fenêtre, lien, ça peut marcher, on a la même chose. On a les informations dans le bas de la palette lien, donc ça va marcher. Menu fenêtre lien, donc la liste des images, des ressources externes dans ce cas-ci. Et alors, vous avez, agrandissez la palette lien s'il faut. Si elle est petite comme ça, c'est foireux. N'hésitez pas à l'agrandir. Pour l'image actuellement sélectionnée, c'est celle-là, oui. Vous avez ici en bas, possibilité de déployer ceci, d'agrandir comme ça. Voilà. Ah, elle est sous copyright, celle-là. Elle est sous copyright, donc vous voyez, c'est indiqué dans les métadonnées de l'image en fait. Hein. Je n'ai pas bien regardé. Est-ce que j'avais demandé, quand j'ai fait la recherche, est-ce que j'avais bien fait? J'avais demandé, j'avais filtré. Oui, pourtant, elle est sous copyright, donc il faudrait aller voir quelles sont ses conditions de copyright à ce monsieur. Est-ce qu'on peut l'utiliser, mais il faut citer son nom. Le type de licence n'est pas indiqué, mais apparemment, c'est quand même du costaud. C'est réservé. OK. Donc, vous voyez, le web, c'est plein d'images qu'on n'a pas le droit d'utiliser où il y a des limites. Quoi qu'il en soit, vous avez ici des informations hyper intéressantes. Ça, c'est ce qui est réglé dans Photoshop, la densité des pixels, la résolution. Ça n'a aucune importance. PPP réel, on ne s'en occupe pas. La seule chose qui compte, c'est PPP effectif, pixels par pouce, effectif. L'imprimeur vous dira que vous devez éventuellement être au-dessus, ou que vous devez avoir des images à 300 pixels par pouce dans le document. Ça vous dit vaguement quelque chose? Non? Un imprimeur dit en général la densité des pixels, c'est 300 pixels par pouce. Et vous devez lui fournir un document qui a des images exactement à 300 pixels par pouce. Si votre image est au-delà de 300 pixels par pouce, il n'y a aucun problème, ça marche. Pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce, ça suffit. Mais pour une impression chez un imprimeur en offset, technique offset, il faudra du 300. Donc, la technique offset, c'est ces choses-là, en fait. Hein. Ce sont des machines pour imprimer des milliers d'exemplaires, en fait. Hein. Si on imprime moins, on peut passer par une presse numérique qui est une espèce de grosse photocopieuse, en fait. Hein. Mais là, c'est avec des plaques, c'est une technique ancienne dérivée de la lithographie. Et quand on veut imprimer 10, 20, 100 000 exemplaires de quelque chose, c'est de l'offset. Et l'imprimeur vous dira donc PDF avec les images à 300 pixels par pouce. OK, l'autre image. 722 chez moi. OK. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est ceci. Quand vous prenez l'outil de transformation manuelle et que vous agrandissez le bloc et l'image, ou l'image à l'intérieur du bloc, ça marcherait aussi.
là, plus on agrandit l'image, plus la résolution diminue. Donc, si vous mettez l'image très grande dans la mise en page, pleine page par exemple, et si elle est en dessous de 300 pixels par pouce, elle sera floue à l'impression. Et en plus, l'imprimeur sera pas content parce que dans le PDF que vous lui donnez, elle sera en dessous de 300 pixels par pouce. Donc, c'est un peu le principe de l'élastique, en fait. Hein. Vous avez un élastique, vous tirez dessus, la quantité de matière de l'élastique ne change pas. Par contre, sur une certaine distance, la quantité de matière change. Oui, la quantité totale de l'élastique, de matière de l'élastique ne change pas, mais sur une certaine distance, si vous tirez sur l'élastique, il y a moins de matière, on est d'accord. Eh bien, c'est la même chose pour les images. Elles sont toujours constituées du même nombre de pixels, ce qui est indiqué ici en dimension. C'est ce qu'on appelle la définition de l'image, le nombre de pixels en largeur et hauteur. Si je clique sur l'autre, voilà. Par contre, si je la fais plus petite ou plus grande, ça change la densité sur une distance d'1 pouce. Voilà, on imagine, là, je la mets toute petite, je suis à une densité de 1443. Il faudra que je diminue dans le PDF. Hein. On ne peut pas fournir à l'imprimeur un PDF avec autant de pixels. Il ne voudra pas, il lui faut exactement 300 s'il demande 300. Si j'augmente, je viens de passer à 240. J'augmente encore un peu. Ah non, j'étais pas à 240, excusez-moi, j'avais mal vu. J'étais à 703, voilà, oui, j'ai regardé le mauvais PPP. C'est PPP effectif qu'il faut regarder. Je suis à 703, j'augmente encore un peu, 557, j'augmente encore un peu, 438, 331. Donc, cette image, je ne pourrais pas l'imprimer, la mettre sur la page, si c'est pour un imprimeur, plus grande que cette dimension-là par rapport à la page, vous voyez. Elle contient très peu de pixels, en fait, hein, c'est minuscule. Ça, c'est... Vos appareils photo sur vos smartphones font du 8 millions de pixels. Et là, on est à 1 million, 1237.828. Donc, vous voyez, hein, c'est misérable. On est un peu plus d'1 million de pixels dans cette image. Donc, c'est une image 1 mégapixel. Vos appareils photo font du 8 millions de pixels sur vos smartphones, certainement, c'est du 8 mégapixels. Bien, donc ça, c'est une notion importante sur les images. On a vu comment manipuler les images dans InDesign. On a vu que les centimètres et la résolution qui apparaissent dans Photoshop n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est dans InDesign, en fonction de la dimension que je donne aux images. Et donc ça fait déjà pas mal de boulot. Évitez dans Photoshop, contrairement à ce que certaines personnes vont vous dire, vous devez ouvrir les images dans Photoshop, les mettre à 300 pixels par pouce de résolution, les transformer en CMJN. Voilà. À moins d'avoir une très bonne raison de le faire, parce que vous êtes vous êtes une pro de la correction couleur des images et vous avez eu besoin de modifier les quantités d'encre noire dans les images avec Photoshop. Vous n'avez aucune raison, en fait, à moins que vous soyez une pro de la retouche CMJN, de faire des images CMJN dans Photoshop. Voilà. Donc ça paraît bizarre, mais vous devez, si c'est pour une impression là-dessus, absolument fournir à l'imprimeur un PDF quadri CMJN, parce que du RVB, il ne saura rien faire, parce qu'il a 4 machines indépendantes, en fait. Ce sont 4 presses mises les unes à la suite des autres. La feuille, il y a l'alimentation en feuille ici, passe dans une première presse, reçoit une encre, puis dans la seconde, et finalement, elle sort. Et donc, si les informations que vous fournissez à l'imprimeur, ce n'est pas 4 canaux d'encre, c'est un problème. Donc, c'est au moment où on exporte le PDF, fichier exporté, qu'on fera la transformation du RVB vers le CMJN. Donc, la suite, ça va être de positionner les images sur le document. L'erreur habituelle, c'est de double-cliquer. On est au niveau de l'image, on la met, et en fait, on a bougé l'image, mais le bloc est toujours resté en place. Donc, j'annule. En fait, je clique à côté. Il ne faut pas double-cliquer, ni cliquer sur le réticule. Il faut prendre l'image par là, simplement, en cliquant.
Et là, on bouge tout. Voilà. Oui, il y a un petit truc dans InDesign, c'est que si vous appuyez, vous gardez le bouton appuyé une demi-seconde, quand vous bougez, vous voyez l'image qui bouge réellement, en fait. Vous lui laissez le temps de faire une petite prévisualisation, en fait. Tandis que si vous allez plus vite, vous ne voyez pas l'image. Même chose quand on redimensionne, etc. En fait. Alors, il y a un problème habituel dans InDesign, c'est que quand on visualise les images, elles ont l'air pixelisées, pourries. On va voir ici, est-ce que ça le fait par rapport à ce qu'elles sont dans Photoshop. En fait, pour économiser des ressources informatiques, InDesign, il affiche les images souvent avec peu de pixels. Et ça se règle dans affichage, performance d'affichage. Et là, je suis déjà en affichage de qualité supérieure. Mais il est possible que vous soyez en affichage standard et ça donne ça. Voilà. Et donc là aussi, il y en a qui ne connaissent pas InDesign et qui crient au scandale. Les images étaient bien dans Photoshop et quand on les amène dans InDesign, elles sont pourries. Mais même si vous gardez InDesign avec cet affichage-là parce que vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas puissant et vous voulez que ça rame pas, que voilà. Quand vous ferez l'exportation, elles seront nickel dans le PDF, même en gardant les images comme ça pourries. Voilà. Donc je suis repassé en performance d'affichage qualité supérieure. Vous étiez en quoi? Qualité supérieure, ok. Donc vraiment, ceux qui ont des vieux ordinateurs ou qui doivent faire des documents avec plein d'images, ils peuvent éventuellement passer en affichage standard et ça va libérer de la puissance informatique, ça va moins ramer. Bien. On peut bien sûr créer du détail. Ça fait des décennies que dans Photoshop, on peut créer du détail. Il y a des gens qui vont vous dire ne multipliez jamais les pixels dans une image avec Photoshop. Ça réduit la qualité. C'est tout à fait faux. En fait, ça augmente la qualité et ça fait 10-20 ans que c'est vrai. Mais en plus, récemment, il y a l'IA qui est arrivée et qui invente du détail, en fait. Hein. Donc, je ne vais pas le montrer ici, mais sachez-le, s'il fallait que l'image, vous avez que ça, et il faut qu'elle soit plus précise. Il y a tout ce qu'il faut dans Photoshop. Moi, je vous conseille filtre Neural Filters, et dans les Neural Filters, le Super Zoom. On multiplie ici 4 fois plus de pixels, ben oui, 2 fois plus en largeur et hauteur, ou 9 fois plus de pixels, 3 fois plus en largeur et hauteur. Voilà, vous voyez, il y a la netteté, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Ok, ça fait une nouvelle image. Ne le faites pas, je vous montre juste, sinon vous pouvez le faire si ça vous amuse, parce que voilà, vous allez pouvoir récupérer des vieilles images numériques d'il y a 10, 20, 30 ans et les améliorer avec l'IA. Si je compare côte à côte, pour vous montrer, j'ai démarré de cette image-ci quand je zoome sur, comment ça s'appelle encore ce truc, le bouchon de radiateur, on va dire. J'ai ce qu'on a à gauche là, et quand j'ai multiplié par 9 le nombre de pixels dans l'image Photoshop à l'aide de l'IA, j'obtiens ça, et Photoshop n'est pas bon en fait pour faire ça. C'est déjà génial, c'est pas ça, mais il y a des IA qui font ça beaucoup mieux en fait. Hein. Donc si vous fallait absolument l'image en plus grand dans InDesign et que vous n'avez pas l'image disponible en plus grand, elle est juste pixelisée, elle est constituée de pas assez de pixels. Il y a des solutions, notamment l'IA. Donc l'image de droite, je pourrais la mettre beaucoup plus grande dans la mise en page, si je l'utilise. Vraiment, ça c'est du Photoshop, il n'est pas bon pour faire les choses, mais malgré tout, c'est génial. Mais il y a des IA, quand on leur demande de multiplier les détails, c'est dingue.
ce qu'on peut faire. Voilà, si je regarde le mot Massachusetts dans l'image d'origine et dans l'image ici redimensionnée avec le Neural Filters, donc l'IA, c'est absolument dingue qu'il arrive à deviner que c'est ça, quoi. Avec le peu de pixels qu'il avait, quoi. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer que ça existe, voilà. Que s'il fallait vraiment l'image en haute définition dans la mise en page, on pourrait. Non, le capybara n'est pas un marsupial, c'est un rongeur. C'est le plus gros des rongeurs. Ça, vous connaissez, l'atomium. Vous faites une photo vous-même de l'atomium. Avez-vous le droit d'en faire une publication et de la diffuser? Si c'est une publication sur Facebook ou un réseau social, ça passe, c'est des touristes qui publient leurs trucs. Si c'est de la com, vous devez absolument avoir l'accord de l'ASBL qui gère l'atomium. Vous étiez au courant? Oui. Ah, super. Il faut aller voir sur le site atomium.be. Ils expliquent bien qu'on ne peut pas utiliser l'image sans avoir l'autorisation. Et ce qui est surprenant, c'est que même un dessin, je ne sais pas si je vais en trouver ici, ça m'étonnerait, mais oui, même un dessin, voilà, même ce genre de choses, même plus simple encore que ça, même ça, voilà, ça c'est interdit, quoi. Et il y en a qui pourraient se dire, oui, si je fais un dessin, ça va, c'est pas une photo, ça va passer. Pas du tout. Pas du tout. Même un truc comme ça, c'est limite. Même si c'est pas l'atomium, c'est limite. Donc même un dessin, vous aurez des problèmes. C'est la représentation de l'atomium qui n'est pas permis. Même si c'est un atome de fer et qu'il n'y a pas de copyright sur la représentation des atomes de fer. Mais bon, vous voyez. OK. Voilà. Est-ce que j'ai le droit si je fais la photo, moi-même, hein, je suis l'auteur de la photo, est-ce que j'ai le droit d'utiliser les images qui sont là, dans une publication? Vous avez toujours intérêt à avoir un service juridique, mais j'imagine que vous en avez un, qui vérifie, parce que c'est complexe, c'est très complexe, les droits d'auteur. Il y a aussi des entreprises qui accompagnent les artistes, les gens d'image, les architectes pour défendre leurs droits. Mais voilà, ça par exemple, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça si c'est moi qui fais les photos ou si je trouve des photos du domaine public, hein, il n'y a pas de droit dessus, en principe. À votre avis, il y a une photo là-dedans que je n'ai pas le droit d'utiliser, c'est interdit. Je ne parle pas de celle en haut à droite qui est une espèce de création IA ou je ne sais quoi. Mais à part celle-là, oui, parce que c'est juste le créateur d'images pour générer des images de Bing Copilot, en fait, à Microsoft. Il y a une image que je n'ai pas le droit d'utiliser, ça c'est certain. C'est celle-là. Plus précisément, je vais essayer d'en trouver une. Ouais. Toutes celles de nuit, en fait. Toutes les images de la Tour Eiffel de nuit, c'est interdit de les utiliser sans accord de l'ASBL qui gère ça. Enfin, c'est à la ville de Paris, peut-être, je ne sais plus. Pourquoi? Parce que l'éclairage est sous copyright. Et oui, il est récent. Par contre, la Tour Eiffel, elle date de 1889, c'était pour le centenaire de la Révolution. 1889, il n'y a plus de droit d'auteur sur la Tour Eiffel, donc on peut utiliser les images comme on veut, et des dessins comme on veut, mais faire même un dessin avec l'éclairage dessus, c'est pas permis. Voilà, donc c'est surprenant.
C'est surprenant. Donc, vous voyez, c'est complexe, en fait. Hein. C'est complexe. Et voilà. Je prends l'image d'une Ferrari. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour faire un calendrier ou quoi? Ben non. C'est utiliser le design de quelqu'un à mon avantage. Je prends l'image d'une Lamborghini. Même chose, je peux pas, même si c'est moi qui fais la photo de la voiture, je peux pas l'utiliser pour faire une publication. C'est utiliser le design de quelqu'un à mon avantage. L'élément principal, ça apporte vraiment une plus-value énorme à mon travail de design si je fais une publication à calendrier avec des images de Lamborghini ou de Ferrari. Donc voilà. Je possède une Ferrari. Est-ce que j'ai le droit de la modifier, de la tuner? Non. Il y en a qui ont essayé, des rappeurs. Il y a une notion d'outrage à la marque. Je possède une Lamborghini. Est-ce que j'ai le droit de la modifier? Oui, ils s'en foutent. Vous pouvez la faire rose à petits pois verts si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est complexe, hein, des choses qui se ressemblent et pourtant des réalités différentes.